Arthur Plachaert. Bonjour. Bonjour et quel grand bonheur de te retrouver sur ce territoire parce que moi j'ai entendu parler de toi évidemment à la télévision. Nous n'allons pas dire et évidemment j'étais parisienne, j'habitais Paris et un jour revenue en Normandie on me dit mais dans l'Orne il y a un chorégraphe qui se nomme A comme Arthur, P comme Plachaert, Arthur Plachaert. Et c'était toi. Et un jour, tu rentres au dansoir et c'était bien toi. Alors, c'est un honneur que je ne pensais pas avoir un jour de te rencontrer et maintenant de te poser des questions. Mais pour les toutes jeunes générations qui ne voient plus peut-être la même danse à la télévision, est-ce que tu peux faire un petit retour sur ton parcours et ta carrière ? Bon, d'abord, ça me fait un très grand plaisir de rencontrer Karine Saporta, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer comme ça, parce qu'on travaille beaucoup dans la danse et j'étais dans un autre, dans une autre musique peut-être, corporelle etc. Mais voilà, j'ai donc commencé la danse tard, très tard. Et mes premiers cours, je les ai pris dans les années 49. Et le premier spectacle, alors je voulais absolument vous le raconter, le premier spectacle que j'ai vu sur scène, c'est un spectacle de Harold Kreuzberg en première partie et Kurt Jooss avec la table verte en deuxième partie. C'est incroyable. Ça, c'est le premier spectacle de danse que j'ai vu sur scène à Rotterdam avant d'aller à Paris. Et puis, mais à Paris, évidemment, la danse qu'on appelait la danse contemporaine à l'époque, il y avait Françoise et Dominique, mais qui commençait. Et donc, je suis tombé dans le classique et je suis devenu danseur classique avec un premier contrat 2 ans après. Donc j'ai fait assez vite à Liège, dans le corps de ballet de Liège, comme danseur classique. Mais il y avait toujours Paris dans la tête. Entre les saisons, c'était Paris. Madame Norakis, qui m'avait à la bonne, quand je n'avais pas d'argent, je prenais quand même mes cours. Formidable, il y a des gens comme ça, impeccables. Et puis, la vie des danseurs a commencé. Faire des figurations dans le film Si Versailles m'était compté, j'en revive le roi 100 fois dans la journée. Mais ça, je payais 3 cours, si vous voulez, bon, etc. Vraiment, à cette époque-là, on était quand même insouciants. Et puis, j'ai commencé à avoir du travail à droite et à gauche, toujours évidemment dans le classique. Mais il était exclu que je fasse une grande carrière comme un grand technicien. J'avais commencé beaucoup trop tard. Et puis, j'aimais beaucoup la danse de jazz. C'était vraiment, depuis toujours, une musique qui me parle, la liberté, la fantaisie, bon bref. Il y avait un danseur de Catherine Dunham, qui donnait des cours dans un tout petit studio Constant à Pigalle, avec Serge Peretti qui donnait un cours dans un studio 2 fois plus grand, où il y avait Roland Petit, il y avait tout le monde qui prenait ses cours. Et j'ai pris quelques cours avec donc Gene Robinson, qui était donc le premier à Paris pour le jazz afro-américain, Catherine Dunham, une autre façon de s'exprimer corporellement. Ce qui était donc nouveau. En même temps, en face, il y avait dans un studio Françoise et Dominique où j'allais quand même aussi, parce que j'étais curieux. Mais je n'avais pas assez de moyens pour tout faire. Et puis la vie et le hasard veut aussi que j'avais un autre contrat justement avec un peu plus jazzy,
Et sont arrivés des professeurs de New York, Don Lurio, qui était assistant de Luigi, Valérie Camille, qui était assistante de Jack Cole. C'était vraiment incroyable. Tout le monde se précipitait, même les professeurs de classique étaient d'accord. C'était une ambiance merveilleuse que je ne vais plus jamais retrouver. Hein. Mais là, c'était vraiment très bien. Bon, ainsi va la vie. Et puis, j'ai travaillé un peu à Babilé, j'ai fait un contrat avec Babilé. Puis j'ai fait 2-3 fois à Roland-Petit, des extraits de ces ballets à travers la France, avec Zizi Lermer, quelques danseurs et une danseuse. Un spectacle à Londres, Miss Sadie Thompson, c'est un film de Rita Hayworth, qui est une professionnelle sur une île coincée avec un pasteur. En même temps, il y avait West Side Story, la troupe américaine, qui donnait leur spectacle à Londres et ils allaient être remplacés par des Anglais. Et j'ai pris des cours. Je pouvais prendre le cours avec eux et j'ai essayé de rentrer dans la troupe anglaise, mais en ce moment-là, ça c'était complètement compliqué parce que je coûterais donc un tiers plus cher qu'un danseur anglais. Donc, tristement, je suis rentré en France. Bon, John Taras, le chorégraphe et maître de ballet de Balanchine, qui était aussi chorégraphe de Marquis de Cuevas, avait décidé qu'il allait faire quelques saisons à Monte-Carlo comme chorégraphe. Et alors, ce qui est drôle, c'est que nous avions tous quand même une base classique assez dominant, malgré que c'était le divertissement plutôt moderne, un peu jazzy même. Et donc j'étais danseur à Monte-Carlo, plusieurs saisons, puis j'ai fait, entre les saisons par exemple, j'ai fait... pardon. Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser quelles années tu étais à Monte-Carlo? Oui, j'ai pas mon... Parce qu'il y a longtemps. C'était Monte-Carlo comme danseur et c'était fin 50. Et puis entre les saisons, j'ai fait la grande revue de Josephine Baker. Comme j'ai des photos où je danse avec Josephine. Donc j'avais encore envie d'apprendre et tout ça. Et on m'a bombardé, on m'a demandé si je voulais faire la chorégraphie. Je donnais déjà des cours parce qu'on s'ennuyait beaucoup à cette époque-là à Monte-Carlo. Et alors c'est drôle, comment la vie, si je ne suis pas trop long là, non. Il y avait un répertoire chaque saison de 8 ballets. 4 nouveaux et 4 anciens. Et on m'a dit, bon, donc on garde 4 ballets de John Taras et toi tu fais 4 nouveaux. Et comme je n'avais aucune envie de rester à Monte-Carlo, mais vraiment pas, j'ai dit non, je tout ou rien. En me disant, c'est antipathique, c'est culotté. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Et sur les 8, j'en ai peut-être un qui n'était pas très réussi. Donc c'était des divertissements avec, pour la plupart des Anglaises, dans les danseuses, ben on était 16, hein, et 18. Des costumes d'André Levasseur absolument fabuleux chaque saison. Et bon, j'ai appris donc le métier de diriger les autres, inventer des pas, des mouvements, et c'était des grands divertissements. Avec Grace Kelly et le prince, évidemment, tous les vendredis dans les galas et tout ça. Donc j'ai commencé par le luxe, par le public des milliardaires, qu'il fallait quand même virer après le dîner parce qu'il fallait jouer. C'est un casino quand même. Donc ça ratait pas. Et il y avait, donc pour ceux qui voulaient traîner la nuit, il y avait au bord de la mer à Monte-Carlo, plus loin que le Sporting Club, un petit Sea Club où Sarah Vaughan ou des grandes stars
Je chantais 2 ou 3 chansons encore. Nous, on faisait un petit ballet arrangé. Et puis, il y avait à la batterie Claude François, un jeune garçon, car sa femme était une de mes danseuses, etc. Alors bon, hein, le livre commençait à être épais. Donc, bon, et puis un jour, Bruno Cocatrix est venu me chercher en me disant, voilà, maintenant je vais faire une saison avec tous les 3 semaines, toujours un autre star, en deuxième partie, parce qu'on n'était pas derrière les vedettes à ce moment-là. Et vous faites la première partie, 2-3 interventions. C'est un boulot. Bon, moi, Paris, évidemment. Donc je suis allé, j'ai accepté ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Et il m'a dit, mais il y a tous les costumes de Joséphine dans une loge là-haut, tu te sers-toi. Par terre, oui, bien sûr. J'ai dit non, les filles ont un collant, un t-shirt, elles se coiffent comme elles veulent. Les garçons, pareil, pantalon noir, t-shirt. Et je prends la musique de Dave Brubeck, Blue Rondo à la turque. Complètement balletique. Et il y avait Johnny Hallyday dans la deuxième partie, ses débuts. Donc à la générale, Bruno Cocatrix a regardé, il était vert, en me disant, je me suis trompé. Mais pas du tout. Parce que c'est là où je suis né, pour moi, vraiment comme un chorégraphe jazz. J'avais mon style, j'ai choisi. Alors, comme ils ont... Ça a été un vrai succès dans la première partie, parce qu'il y avait des chaînes de vélo dans la salle, hein, pour Johnny. Bah, Johnny, il avait 18 ans, et tout le monde se faisait insulter, sauf le ballet. Ça a été vraiment Arthur, hein. Bon, donc je suis né là, ce jour-là. Voilà, donc j'ai fait des saisons, des années, et puis bon, j'ai tourné l'été, l'étranger aussi. Oh, ben, j'ai fait beaucoup. Et puis, j'avais donc quelques années comme ça. Et de temps en temps, j'acceptais l'été, Monte-Carlo, quand même. J'aimais quand même bien faire un gala comme ça. C'était amusant pour l'été. En plus, c'était de l'argent pour mes danseurs. Et puis, il y a Maretti et Gilbert Carpentier qui avaient une maison sur la Côte d'Azur qui sont venus me chercher. C'est drôle. On est venu me chercher à Monte-Carlo 2 fois. Et qui m'ont proposé les émissions chaque semaine. 16 danseurs, Karine. 16 costumes neufs chaque semaine. 70. Nous voilà en 70. Incroyable. Je peux vous raconter, mais pas trop aux jeunes danseurs parce qu'ils ne vont pas me croire. Incroyable. Alors, je vais me permettre un petit commentaire, oui. Ce que je fais rarement dans cette émission, pour les jeunes spectateurs qui regardent et qui ne mettent pas forcément de réalité derrière les noms que tu as cités, Arthur. Alors, on va commencer par Curtios, que tu as cité au tout début, premier spectacle auquel tu assistes. Curtios, la chambre verte, la table verte. Ah oui, Curtios. Oui, je vais reprendre ton discours et donner quelques explications, vois-tu ? Donc la table verte, morceau d'anthologie de la danse contemporaine allemande. Fondation, parmi les pièces fondatrices de l'expressionnisme allemand en matière de création chorégraphique. Et donc Arthur tombe comme première expérience de spectateur de danse sur ce chef-d'œuvre qui reste dans le monde entier connu comme un chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, dont on pourrait dire que s'il n'avait pas existé, ce mouvement, et ce Curtios, et ce Laban, et ce Marie Wigman, Pina Bausch n'aurait pas existé, bien sûr. Deuxième référence que tu as citée, je souhaite donner un petit peu des repères. Ouais. Tu as dit plusieurs fois Françoise et Dominique. Alors, Françoise et Dominique Dupuis. C'est ça.
Françoise et Dominique Dupuis. J'explique. Alors, en 49, quand tu as commencé la danse, je n'étais pas née. Je peux m'enorgueillir encore de ce petit détail. Mais, quand j'ai commencé la danse, il y avait effectivement en matière de danse contemporaine 2 figures importantes. Je dirais 3. Ce couple-là et l'autre figure, Karine Weiner. En danse contemporaine. Bon, c'est pas la même chose, mais elle enseignait à sa manière, à Paris, aussi l'histoire, ce qui restait de l'histoire de l'expressionnisme allemand. Hein, elle sortait quand même de ce mouvement-là. Donc, Karine Weiner d'un côté, Françoise et Dominique Dupuis de l'autre, qui apportent un langage peut-être quelque part inspiré de certains mouvements de la danse moderne américaine, mais pas tant que ça. Ils fondent véritablement un mouvement et ils fondent la possibilité que en France se développe de la danse qui s'appelle moderne puis contemporaine. Dans les 70, on m'a dit, mais la danse contemporaine, ça se passe à Paris. Incroyable. Alors il faut savoir aussi qu'en 1975, pour montrer à quel point la danse contemporaine commence d'émerger en France, en 1975, Caroline Carlson est nommée danseuse étoile et chorégraphe à l'Opéra de Paris, avec une compagnie non pas constituée des membres du corps de ballet, mais constituée de danseurs, d'acteurs, de danseurs contemporains, peu techniciens. Et donc ce que tu dis, si aux États-Unis on te dit la danse contemporaine ça se passe à Paris, c'est grâce à toi, c'est grâce à tous ceux qui, dans ces années-là, ont fermenté et bougé. Alors, dernier commentaire, parce qu'ensuite aux téléspectateurs d'aller chercher, tu cites Luigi, il y avait effectivement à New York un grand mouvement dans ces années-là, non, de renouveau de la danse afro-américaine appelée danse jazz. Il ne faut pas confondre la musique jazz et la danse afro-américaine. Alors, je veux bien que tu en dises un petit peu. Mais moi je pense qu'on s'est accaparé comme de tout, de toute façon, dans les temps modernes. Disons que dans l'Occident, on est très fort pour ça, de s'accaparer des choses et d'ignorer le passé, lointain et la tradition. Bon, ça c'est une vanne comme ça, en l'air, c'est le soleil. Mais je pense que il faut jamais oublier que cette musique vient des gens qui se sont libérés petit à petit et qui viennent d'un état d'esclavage et qui ont lancé tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais je rencontre parfois des jeunes comme ça, mais qui ils n'écoutent jamais de la musique jazz. C'est un professeur de jazz. Ah bon? Bon, j'arrête. J'arrête là-dessus. On ne dit pas assez quand même que l'histoire se répète, il continue avec des hauts et des bas, que ce soit dans les arts ou autres. Et on ne peut pas ignorer tout de même la musique jazz dans la danse jazz. Moi, j'ai donné des cours au ballet de Montréal pendant 3 semaines dans les années 75, quelque chose. Chez Maurice Béjart. Voilà, oh Maurice, oui. Maurice, j'ai failli, il m'a dit, mais tu viens danser avec moi. J'ai dit, mais Maurice, je suis déjà chorégraphe, je suis vieux. Oui, oui. Ah, j'aurais bien aimé. Ouais. Bon, bref. Donc, je disais quoi, 75, quelque part par là. Les cours de danse, alors j'ai accepté de faire les jurys pour le diplôme. Hein, et je pense toi aussi, tu connais bien tout ça. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait des professeurs de danse de jazz dans toute la France, mais qu'ils suivaient la mode. Donc, on dansait sur Michael Jackson, qui est un très bon artiste. Non, mais Michael Jackson, c'est bon. Hein? Madonna, tout ça. Donc c'était très difficile. Mais j'ai eu des moments où j'avais du mal à collaborer, si tu veux, avec le milieu. Voilà, parce que moi je pense que quand on danse, on s'exprime corporellement
et avec des variants. L'important, c'est de s'exprimer corporellement, avec des disciplines différentes, selon les possibilités, selon les chances qu'on a eues au début, selon les goûts. Mais open. Open. Fais-moi encore ce geste, Arthur. Open. Open, let's open. Last, maybe a comment or question. La dernière question. Alors, tu as terminé la description de ta carrière en disant que tout d'un coup, tu te retrouves avec une compagnie de 16 danseurs pour qui tu fais des chorégraphies chaque semaine avec création costume et que les jeunes danseurs, s'ils entendaient ce que tu avais raconté, ne croiraient pas. Tu vas nous dire peut-être simplement combien de temps tu as eu la chance de proposer chaque semaine de la danse à la télévision et de quelle manière, selon toi, tu te rattachais au grand mouvement de la danse française en agissant pour le très très large public à la télévision française. Est-ce qu'on l'appelait l'ORTF à l'époque? Non, c'était pas ORTF. Au but de Chaumont. Ah oui, au but de Chaumont. SFP. SFP. Donc tu tournais dans les studios de la SFP au but de Chaumont, les célèbres studios des buts de Chaumont. Tu nous racontes simplement combien de temps tu as eu la chance d'œuvrer et nous allons hélas nous revoir pour un second entretien parce que le temps va être absorbé. Presque 10-11 ans. C'était très lourd, j'étais très fatigué. Et petit à petit, on supprimait les ballets, comme on disait, plutôt avec les vedettes. Parce que si je faisais un ballet de 3 minutes et demie, 4 minutes, c'était forcément du jazz. Ça ne plaisait pas du tout aux maisons de disques. Et ça prenait la place d'un débutant de 45 tours. Donc, coupé. Donc petit à petit, c'était donc des espèces de divertissements derrière, autour les stars. Et que j'ai commencé à être fatigué. Mais j'étais très fidèle à mes danseurs. Et des danseuses, des danseurs. Et puis ça changeait parfois. Mais j'ai eu des danseurs et des danseuses complètement étonnants. De Peter Goss, qui avait besoin de travailler un moment. Il y a une place, viens. Donc c'était très amusant. Il y avait le chorégraphe de Montpellier qui est décédé. Dominique Bagouet. Oui, parce que j'ai fait un ballet de 40 minutes pour Michael Denard et des ballets, et puis il avait besoin, donc ok, bienvenue. Ouais, donc c'était tout ça, c'était très, très varié, c'était très... Et puis je commençais à apprendre l'âge aussi. Et puis le milieu du showbiz, donc j'étais que le showbiz, tellement on est débordé à faire ça. Et tout d'un coup, je dis, mais bon, j'ai envie de regarder un petit peu ailleurs aussi. Voilà. Alors, sur ce mot de la fin, regardez ailleurs. J'espère que tu vas regarder de par chez nous, rester en Normandie longtemps et regarder chez nous. Et je rappelle que tu es Arthur Plachaert, qui a un jour où Bruno Cocatrix à l'Olympia te demande de faire une première partie, décidé que les danseurs s'habilleraient comme ils souhaitaient, les cheveux mis comme ils souhaitaient, ouverture de la modernité et 11 ans, chaque semaine, la révolution à la télévision française. Bravo Arthur et merci infiniment.